Allez, alors c'est parti. Écoute, d'entrée de jeu, tu as des questions ou tu veux qu'on passe directement sur le rapport et puis tu demanderas après? Je pense que je vais te laisser commencer, puis si jamais j'ai des questions au fur et à mesure, Tu m'arrêtes? je te dis, ouais, top. Super. Tu vois ce que je vois, c'est bon? Ouais, c'est tout bon, ouais, je vois. Ok, super. Ok, donc test incrémental, protocole 41. Donc, on a commencé à 130 watts. On avait ajouté 20 watts par palier. Donc, ça avait bien fonctionné en termes de calibrage, hein. On avait bien vu tout ce qui se passait. Les grands chiffres qui ressortent, 63 millilitres par kilo par minute en VO2 max, atteinte sur le palier des 310. La courbe que tu vois en 330, il y a eu une erreur. Il y a eu un souci avec de l'accumulation d'eau, très certainement dans le capteur, ce qui arrive surtout quand les gens respirent fort et transpirent beaucoup. Donc, ça Ok, peut arriver après 1 heure de test. J'ai regardé avec les personnes qui fournissent le matériel et en gros, ils m'ont fait le calcul pour me donner les valeurs de VO2 max qui auraient été normalement montrées sur ce dernier palier. Elles étaient en dessous de 63, de l'ordre de 55. Donc, ok, en gros, tu étais en hyperventilation sur le dernier palier, ce qu'on voit assez clairement ici au niveau du ok, ouais, volume, de la fréquence respiratoire qui est très, très haute et de la fraction d'oxygène expiré qui est beaucoup plus haute. Donc, tu utilises beaucoup moins d'oxygène. Donc là, on voit ce 55 de moyenne sur le dernier palier. Donc, d'où la courbe bleue qui monte un petit peu haut ici. Une VO2 max en absolu à 4,6 litres par minute. Fréquence cardiaque max atteinte sur le test à 176 et dernier palier complété à 330 watts. Tout bon jusque-là? ok, ouais, tout bon, ouais. Au niveau des seuils qu'on a pu calculer pendant le test, on a un premier seuil aux alentours des 230 watts, ce qui Ok, équivaut à 75% de ta VO2 max. Ok, un très, très bon chiffre. Très, très bon chiffre. On a un deuxième seuil, à savoir que le premier seuil, je l'ai calculé avec une baseline plus 0,5. Ok, ok, en gros, et ça, on le verra un peu plus en détail après, mais s'il veut bien charger, sur la courbe de lactatémie, en gros, tu prends la courbe polynominale au 3e degré, donc en gros, ça va lisser cette courbe, et ensuite, le programme, il calcule en fait la montée de 0,5 par rapport à la baseline, ok, et ok, c'est là où on place ton premier seuil. Donc, comme ça, tu as un point de référence, et idéalement, tu utilises la même méthode de calcul les tests prochains. Comme ça, tu sais exactement que tu peux comparer ces deux valeurs. Ok, donc, ok, un premier seuil à 230 watts. On parlera de fréquence cardiaque en équivalence après. Deuxième seuil à 290 watts. Là, la méthode de calcul, c'était le Dmax modifié. Ok, si ça ne te parle pas, c'est juste une méthode de calcul au niveau des seuils de lactatémie et qui te place aux alentours des 290 watts à 93% de ta VO2 max avec 59 millilitres par kilo par minute, ce qui est encore une fois une très, très bonne valeur. Et donc, par rapport à ces valeurs-là, ce qu'on peut faire au niveau des différents seuils physiologiques, c'est orienter tes priorités d'entraînement déjà. La tienne étant très certainement pour commencer sur ta VO2 max, étant donné que ce qu'on veut en général, c'est faire remonter le premier seuil jusqu'à 70, des fois 75% de ta VO2 max, ce qui est déjà le cas pour toi ici. Tu es sur les valeurs très, très hautes. Si ok, ça, c'est déjà bon, le deuxième seuil, on veut qu'il monte à 80-85% de ta VO2 max. Là, c'est largement le cas également. Et la troisième priorité, c'est de faire remonter ton plafond, remonter ta VO2 max et ensuite de continuer à travailler en dessous. Donc là, assez clairement une priorité sur la VO2 max et une deuxième ok, priorité simplement de par ta discipline compétitive sur le premier seuil pour continuer à augmenter ton efficience à ce niveau-là. ok, C'est bon pour toi? ouais. Du coup, moins se focaliser sur un travail, entre guillemets, en seuil 2, quoi, si Ouais, je comprends bien. ton seuil 2, il est très, très haut en pourcentage de VO2 max. Donc, Ok, en gros, tu vas très, très vite plafonner, quoi. Tu ne vas pas pouvoir le ouais, pousser beaucoup plus loin avant d'atteindre ta VO2 max. Donc, tu as meilleur temps de repousser d'abord ta VO2 max pour ensuite ok, continuer à retravailler sur tes seuils sous-maximaux, seuil 1, seuil 2. d'accord, ok, OK. Au niveau des systèmes physiologiques, ce qui ressort, c'est une capacité respiratoire qui est limitée, comme on l'a vu pendant la spirométrie, et une fonction yes, respiratoire qui demande à être travaillée également. Les autres systèmes semblent bien développés, donc on peut le voir avec ouais, un peu plus de détails ici. Un volume pulmonaire en dessous de 100%, comme je t'avais dit, on cherche des valeurs de l'ordre de 110% de la norme pour ouais, les athlètes compétitifs. Donc là, on a du boulot à faire. Également sur la puissance expiratoire à 90%.
Donc là, ces deux paramètres-là, ils demandent à être augmentés de manière assez conséquente, de l'ordre de en tout cas 10-15% chacun. OK. Ça, c'est au niveau de la capacité. Au niveau de la fonction, avec la puissance expiratoire que tu as à 4 litres, on devrait te voir bouger en tout cas 3 litres 4, 3 litres 5 pendant un effort dynamique. Et là, on voit que tu atteins au maximum 2 litres 6. D'accord? Donc, on a déjà pour commencer un peu de travail à faire au niveau coordination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement, utilise tout le volume que tu as à disposition. Là, tu n'en as utilisé que 2 litres 6, donc tu peux respirer plus profondément à chaque respiration et ce qui va faire que tu vas devoir respirer moins vite. On a 3 avantages à respirer de cette manière-là, que ce soit à basse ou à haute intensité. Un, tu vas réduire l'espace mort dans ta respiration. L'espace mort, c'est le volume d'air qui ne va jamais toucher tes alvéoles et donc duquel tu ne pourras pas extraire d'oxygène. Et c'est clair que c'est un petit volume en isolation, c'est entre 200 et 250 millilitres par respiration, mais tu multiplies ça par ta fréquence respiratoire et tu as le volume d'air, entre guillemets, gaspillé pendant 1 minute de respiration. Donc, c'est clair que si tu peux couper en deux ta fréquence respiratoire, tu diminues de moitié ce volume d'air gaspillé qui ne te sert à rien, entre guillemets, ou que tu ne peux pas exploiter. On est bon sur celui-là? OK. Ouais. Deuxième point, c'est qu'on va avoir un meilleur échange gazeux si tu remplis tes poumons complètement, en sachant que si tu respires en haut ici de manière superficielle, l'air ne va pas descendre tout en bas de tes poumons, à savoir qu'en bas des poumons, c'est là où tes alvéoles ont la meilleure opportunité pour effectuer un échange gazeux efficient. Le sang déjà tombe avec la gravité, donc tu auras plus de sang vers le bas des poumons. Donc, on veut vraiment remplir ses poumons complètement, utiliser son diaphragme pour respirer correctement. Ça, c'est le deuxième avantage qu'on a à respirer profondément et plus lentement. Le troisième étant qu'on va avoir une rétention du CO2 un petit peu supérieure et on sait que plus on retient de CO2 et mieux on extrait l'oxygène au niveau musculaire. D'accord? Donc, en respirant plus lentement, tu retiens un peu plus de CO2 et ça a un effet positif au niveau métabolique. Donc, 3 bonnes raisons de respirer plus doucement ou plus lentement, et plus profondément sur chaque respiration. Ça, tu peux le travailler sans autre quand tu fais ton travail à basse intensité. Vraiment focaliser sur respirer avec ton diaphragme vers le bas à 360 degrés, pas respirer avec tes épaules. Donc, si tu as les trapèzes qui se contractent et les épaules qui montent, c'est que tu ne respires pas vers le bas. Donc, tu peux faire ça assez facilement pendant les efforts de basse intensité. Et ensuite, pendant les efforts de plus haute intensité, là, c'est un travail qui va devoir être progressif. Tu ne vas pas pouvoir l'appliquer tout de suite, mais prendre l'habitude de penser à ta respiration quand tu fais des gros efforts et d'essayer de maintenir un volume respiratoire conséquent. Bien sûr, les fréquences respiratoires vont monter pendant les efforts de haute intensité, mais tu veux les minimiser au maximum. OK? OK. Tout bon jusque-là? Ouais, c'est tout bon. Je note en même temps. C'est tout bon. Magnifique. Au niveau cardiaque, on est tout bon. Tu as des bonnes valeurs de fréquence cardiaque au repos. Pour un gars qui fait de l'ultra, j'aimerais bien voir des valeurs en dessous de 50. Donc, je pense que ce soit, tu m'avais dit que les dernières semaines étaient assez stressantes au niveau du boulot, etc. Donc, ça peut avoir un impact considérable aussi. Peut-être faire un suivi pendant un certain temps au niveau de ta fréquence cardiaque le matin quand tu te lèves. J'utilise une application qui s'appelle HRV4 Training, qui coûte une dizaine de francs et qui te permet de faire un suivi de ton état de récupération le matin simplement avec ton téléphone, avec la caméra en fait, sur le doigt. Ça marche vachement bien. J'utilise depuis septembre et ça te donne pas mal de bonnes indications sur que dit ton système nerveux le matin en gros. Et si tu corrèles ça avec comment tu te sens et ensuite les perfs sur le vélo, ça peut te donner des indications intéressantes sur ton état de récupération. Peut-être un jour où tu te réveilles et tu n'es pas du tout en état de faire de la haute intensité parce que tu es 10 battements en dessus de ta moyenne, c'est peut-être pas le bon jour pour faire de la VO2 max, par exemple. OK. Sinon, rien à signaler au niveau cardiaque, des très, très bonnes valeurs de récup. Donc, dans la minute de repos, ton cœur retombe entre 30 et 50 battements entre chaque intervalle, ce qui est vraiment très, très bien. Donc, un très beau développement de ce côté-là. Au niveau métabolique, on a des bonnes valeurs aussi, dans le sens où on a des valeurs max qui sont hautes et des valeurs minimales qui sont basses, notamment sur la jambe gauche et la jambe droite. Après, ce qu'on voit entre le MOXIE 1 et le MOXIE 2, donc la courbe violette et la courbe, on va dire, violette très claire, c'est qu'on a une grosse différence au niveau des valeurs minimales. Si tu regardes sur le graphique, tout au long, plus ou moins de l'effort, c'est pour ça que je t'ai posé la question par message. Est-ce que tu as un ressenti qui est différent à gauche et à droite? Est-ce que tu fatigues plus facilement d'un côté ou de l'autre?
Ce graphique, il ne donne pas nécessairement de réponse, mais il me porte à simplement poser la question, est-ce qu'il y aurait potentiellement un déséquilibre entre la jambe gauche et la jambe droite qui peut être dû à une blessure préalable au genou, à la hanche, au dos. Ça peut être lié potentiellement, encore une fois, je ne diagnostique rien parce que je n'ai pas les données ici pour le faire, mais c'est juste des hypothèses, potentiellement un problème de flux sanguin. Donc, on sait que c'est un problème commun chez les cyclistes qui peut parfois atteindre une jambe ou l'autre ou les deux. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui demande à être investigué? Si tu ne sens pas de grosses différences à gauche et à droite pendant tes différents efforts, je te dirais, tu n'as peut-être pas nécessairement besoin de creuser, mais sinon, ça peut être intéressant de même à la limite d'aller à la salle et de faire quelques extensions de jambes, une série avec un poids plus léger, essayer de faire 20-30 répétitions sur une jambe, regarde combien tu arrives à en faire avec le même poids sur l'autre jambe, et ensuite tu fais pareil, mais avec une charge plus importante, bien sûr après un bon échauffement, où tu vas faire de l'ordre de 5 à 10 répétitions sur une jambe, et ensuite tu regardes à charge égale combien est-ce que tu peux en faire sur l'autre jambe, et peut-être que ça peut te donner une indication d'un déséquilibre au niveau musculaire qui pourrait y avoir et qui pourrait être adressé notamment avec du travail de renforcement à ce niveau-là. Ouais, ok. On est bon là-dessus? Ouais, tout bon. Super. Lactatémie au repos 0,5, comme on l'a vu au début du test. Lactatémie max en fin de test 10,8, qui est, on va dire, des valeurs normales, entre guillemets, pour quelqu'un qui fait de l'ultra. Si je regardais un sprinter, on verrait des valeurs maximales qui sont beaucoup plus hautes en fin de test, mais c'est normal de par simplement son profil physiologique. Donc, c'est des valeurs qui semblent cohérentes, avec un beau plateau en début de test ici, à 0,5, 0,7 et une augmentation de la lactatémie assez importante et marquante ici aux alentours des 230 watts. On pourrait discuter de mettre ce seuil un cran plus bas à 210. Donc ça, je te laisserai gérer de toute façon avec le travail, mais sache que quoi qu'il arrive, ton travail au niveau métabolique, si tu veux le fat max, si tu veux vraiment l'efficience métabolique, elle se passe de toute façon là où tu as les valeurs de lactatémie minimale. Donc, pour toi, ça va se trouver de toute manière. Alors, du 130 watts, ça ne va pas te servir à grand-chose, mais on va dire entre 170 et 210 watts, c'est là où tu vas tirer le maximum de tes entraînements. Et bien sûr, plus tu vas faire long sur le vélo et plus tu vas vouloir être un petit peu plus bas pour pouvoir maintenir ces cadences, maintenir ces niveaux de puissance et cet environnement interne longtemps. OK? Ok. Ensuite, au niveau, comme on a vu, les seuil 1, seuil 2 avec les watts respectifs, les VO2 max et les fréquences cardiaques. Donc là, une fréquence cardiaque de l'ordre de 136 watts à 230 watts, 136 BPM pardon, à 230 watts, qui est vraiment la limite haute pour toi, pour ton travail d'endurance fondamentale. Okay, donc le but, contrairement à par exemple du travail au seuil en zone 4, où tu veux vraiment être sur ton seuil, parce que c'est là où les adaptations se passent, ce premier seuil, c'est vraiment une limite supérieure que tu ne veux pas dépasser quand tu souhaites faire ce travail de développement au niveau oxydation maximale des graisses, efficience métabolique, développement mitochondrial et capillaire. Ça ne veut bien sûr pas dire que tu ne peux jamais aller en dessus, d'accord? Tu peux certainement, surtout sur des longues sorties, aller passer du temps en zone 3, en tempo, sur des blocs de 10, 15, 20 minutes et ensuite revenir dans ta zone 2. Donc ça, tu peux sans autre l'inclure deux fois par semaine pour ajouter un petit peu de variété et de stimulation aussi à ce niveau-là. Mais sache que c'est vraiment le temps effectif que tu passes en zone 2 qui va être productif. Et comme on disait, donc, si tu as un parcours qui est très, très vallonné, ça peut être difficile de maintenir cet environnement interne parce que voilà, si tu te retrouves à devoir grimper, tu vas vite être en zone 4, zone 5 et donc ça ne va pas être nécessairement super propice à ce genre de développement. Ça ne veut pas dire qu'il faut que faire, faut que rouler sur du plat, bien sûr. Va t'amuser parce que tu dois faire des heures sur la bécane, mais prends en considération le fait que sur les montées, on ralentit, sur les descentes, on accélère un peu et on essaye de vraiment respecter ce 136 BPM en termes de fréquence cardiaque pour le travail d'endurance fondamentale. Ok, top. Comme on l'a dit au début, donc les priorités d'entraînement, de mon point de vue, sont tout d'abord la capacité et la fonction respiratoire. La fonction, comme on a discuté pendant l'effort, la capacité qui peut se travailler avec un outil tel que le Breathway Better, par exemple, qui est à l'heure actuelle l'outil le moins cher sur le marché qui permet de faire du travail d'endurance ou de coordination avec le volume. Okay, c'est cet outil-là, je t'invite à aller voir
J'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour montrer un petit peu comment ça fonctionne si tu veux en apprendre plus. Ok. Ils sont en précommande pour le moment au Canada. J'ai encore 1 ou 2 outils comme celui-ci. Donc, si tu en as besoin d'un, je pourrais t'en vendre un des miens sans autre. Ça, tu peux toujours me contacter après si ça t'intéresse. Ça vaut Ouais. 150 francs pièce. Et par rapport aux autres outils disponibles sur le marché à l'heure actuelle qui travaillent le volume respiratoire, les autres outils sont à plus de 700, voire à 1500 francs l'outil. Donc, c'est quand même, Ok. en gros, c'est le meilleur prix sur le marché. C'est aussi le plus simple dans le sens où tu peux littéralement juste le mettre dans ton sac et l'avoir avec toi. Moi, je l'utilise surtout sur mes échauffements avant de faire mes sprints sur le vélo, par exemple. Ok. Donc, ça me permet de vraiment avoir le système respiratoire qui est bien échauffé avant d'aller faire un sprint parce que je sais que ma respiration va vraiment monter très vite sur un sprint et je n'ai pas nécessairement envie de me mettre super dans le dur sur l'échauffement juste pour respirer dur. Donc, ça, c'est un bon outil pour ça. Et pour du travail respiratoire spécifique, comme tu en aurais certainement besoin ou dont tu bénéficierais, c'est un outil qui peut Ouais. être utilisé. Là, ce que je t'ai mis comme progression, c'est simplement pour commencer 5 séries de 10 répétitions avec Ouais. 30 à 60 secondes entre chaque série. Et le but sur chaque respiration, c'est d'avoir une mécanique qui soit correcte. Donc, tirer le diaphragme vers le bas, avoir une respiration à 360 degrés. Donc, pas respirer juste avec les pecs et avec les épaules. Essayer de gonfler le dos également parce que le dos, il y a beaucoup de place où on peut faire rentrer du volume. Donc, d'abord, se concentrer sur la mécanique respiratoire, essayer de respirer correctement ou de manière optimale et essayer d'avoir le maximum de volume que tu puisses prendre également et ensuite avoir une expiration qui soit puissante avec une contraction notamment des abdominaux qui sont des muscles expiratoires importants pour travailler donc cette capacité respiratoire qui toi est limitée autant sur le côté volume, autant sur le côté puissance expiratoire. Et donc tu peux ensuite progresser ça assez rapidement avec plus de séries de travail dans un premier temps parce que le but sur cette série de 10 répétitions, ça va être de maintenir une qualité qui est haute sur ton travail, donc avoir une mécanique optimale et avoir un volume qui soit maximal ou quasi maximal sur chaque répétition également. Donc, c'est comme si tu faisais du travail avec 5 à 10 répétitions en travail de renforcement. Okay, la technique est super importante, c'est qualitatif et ensuite tu prends le repos derrière pour pouvoir refaire ce travail. Plus tard, tu peux passer sur du travail d'endurance où là, par exemple, tu vas essayer de maintenir une certaine fréquence respiratoire de l'ordre de 20, 30, peut-être même 40 respirations minutes, tout en gardant un volume respiratoire qui soit le plus haut possible par rapport à tes capacités. Mais donc, dans un premier temps, ce travail qui peut être fait assez fréquemment, 3 à 4 fois par semaine. La seule recommandation que j'aurais, c'est de ne pas le faire juste avant ou après une grosse séance d'intervalle, par exemple de VO2 max. Ouais. Simplement parce que ça va fatiguer quand même un petit peu le système respiratoire et tu ne veux pas être en fatigue respiratoire avant de la VO2 max ou alors après, tu n'y arriveras pas ou alors ce ne sera pas du travail qualitatif. Et peut-être à explorer également en échauffement, par exemple, avant une séance de VO2 max, ça peut être assez intéressant. Et tu peux simplement augmenter le nombre de répétitions que tu fais par série et le nombre de séries que tu fais par séance. Et après 3 à 4 semaines, tu peux assez rapidement refaire un petit test de spirométrie pour voir comment tes volumes évoluent et aussi faire un suivi simplement toi sur ton ressenti pendant l'effort. Est-ce que tu sens que tu arrives à mieux respirer, à respirer plus profondément, à avoir une meilleure endurance là-dessus? Je pense que sur quelques semaines, ça peut vraiment faire du bien. On est bon là-dessus? Ok, ouais, bon, ouais. L'endurance fondamentale, ça tu connais, ça c'est ton train-train quotidien dans le sens où Ouais. c'est la majorité du volume que tu fais. Donc ça, bien sûr, je te laisse gérer selon ta planification et les heures que tu as dans la semaine. Le travail de VO2 max, ça, je te le recommanderais comme priorité numéro 2. Donc capacité et fonction respiratoire en premier, VO2 max en 2 parce que tu as vraiment maximisé jusqu'ici ton travail de zone 2 avec ce premier seuil qui est un pourcentage très haut de ta VO2 max. Ton deuxième seuil qui est très, très haut également. Donc là, il faut qu'on repousse ce plafond. Donc, ce que je t'ai proposé comme progression, je t'ai mis un exemple de série type 30-15 ici. Ce que je t'ai mis comme progression que tu peux utiliser ou tu peux utiliser en gros, peu importe la séance que tu utilises, tant qu'elle va éliciter des VO2 qui sont élevés pendant l'effort. Donc, ici, tu vois, on commencerait par exemple avec des 30-15 qui sont un petit peu plus tolérables, entre guillemets, faciles à gérer comme effort, avec 30 secondes d'effort à environ 350 watts. En général, on dit 120% de ton deuxième seuil. Okay. Et une récup active pendant les 15 secondes aux alentours des 180 watts, donc 50% de la valeur de travail. Et on va répéter ça 12 fois d'affilée.
donc pour à peu près un bloc de 9 minutes. Ensuite, repos de 4-5 minutes en zone 1 et tu repars pour encore 1 ou 2 séries selon comment tu te sens. Donc, ça fait une bonne séance avec un échauffement avant et tu peux même faire un peu de zone 2 après pour accumuler du volume. Tu peux progresser le volume total, tu peux progresser le nombre de séries aussi. Si tu te sens à l'aise avec 3x12 et que tu sens que tu respires fort, mais que tu arrives à gérer l'effort, tu peux rajouter une 4e série également, surtout pour un gars comme toi qui fait beaucoup de volume. Ça peut être intéressant. Et ensuite, on peut passer sur des efforts en continu. Donc là, on est sur du 4x4. Donc 4 minutes d'effort avec 4 minutes de repos, répété 4 fois. Je n'ai pas de watts précis à te donner, si ce n'est que tu veux que ce soit un effort qui soit quasi maximal sur chaque intervalle. Donc, c'est du travail qui est très, très demandant, qui est très, très dur, mais qui, en même temps, on le sait, a un impact très, très positif sur la VO2 max d'un athlète, surtout si c'est une qualité que tu ne travailles pas souvent. Et ensuite, on peut même passer sur des séries de 5 minutes avec 3 minutes de repos sur la semaine suivante. Donc, là, c'est un exemple de progression. Tu peux vraiment utiliser, il y a d'autres séances qui te permettent de travailler cette VO2 max, mais là, je t'ai donné un ou deux éléments, on va dire, 1 ou 2 idées qui peuvent t'orienter et commencer par les intervalles courts parce que c'est plus simple et partir ensuite sur le continu une fois que tu es un petit peu plus accoutumé au travail de type VO2 max. Ok. Quand tu dis sur la VO2 max zone 5 une fois toutes les 1 à 2 semaines, c'est-à-dire que ces séances de VO2 max, toi, tu préconises d'en faire 1 fois par semaine, puis d'allier avec du travail en zone 2 ou… Ouais, je pense que de manière générale, sur le vélo, pendant les séances, pendant des blocs d'intensité, tu peux peut-être t'en sortir avec 3 séances d'intensité, mais en général, je ne dépasserai pas 2 par semaine. Surtout avec l'événement pour lequel tu te prépares, donc qui est une course très très longue. Donc je pense que pour un certain temps, tu peux même t'en sortir avec 2 séances de VO2 par semaine et ensuite retomber sur quelque chose d'un petit peu plus bas, peut-être avec 1 séance semaine, à voir comment tu souhaites organiser ton volume total. Mais en général, la fréquence de ces séances va vraiment dépendre de ton calendrier, à quelle distance ou à quel temps tu te trouves de tes échéances compétitives. Mais je dirais que pour une stimulation optimale, 2 séances semaine. Pour un maintien, 1 séance semaine, même pour un développement léger, si tu sens que si tu n'as pas travaillé ça depuis très longtemps, tu vas quand même en ressentir des bénéfices. Mais bien sûr, toujours à équilibrer avec ton volume total, ta capacité de récupération. Peut-être aussi d'où l'intérêt d'avoir un suivi un petit peu plus précis de ta récup le matin pour voir comment tu tolères ces efforts de haute intensité aussi. Ok, top. Sur la respiration, ça, on peut allier avec n'importe, entre guillemets, sur l'entraînement que tu me préconises pour la capacité respiratoire. Ça peut être allié avec du travail VO2, comme juste simplement pas faire ça avant. Mais ça, c'est vraiment un travail de longue haleine, en fait, entre guillemets, Ça peut être un travail de longue haleine. Tu vas sentir et voir, si tu le fais bien, tu vas sentir et voir des répercussions positives assez rapidement, surtout si tu arrives à avoir une fréquence d'entraînement là-dessus assez haute. Pense-y comme du travail de renforcement musculaire. Donc, tes séances de renfort, elles viennent complémenter tes séances d'endurance. Mais là, c'est clair que c'est du spécifique sur ton système respiratoire, sur ta musculature respiratoire. Donc, ce n'est pas aussi taxant que du travail de VO2 max qui va vraiment taper tout le corps, tout l'organisme en entier. On le pense bien. Mais ça te permet de cibler un petit peu. Et donc, je commencerai avec pas mal de volume. Donc, c'est 3-4 séances semaine pour commencer et voir si on arrive à faire bouger les choses. Et après, je pense que même sur un développement sur le plus long terme, même si tu fais 1 à 2 séances par semaine, selon les besoins que tu as en termes de fréquence et de volume respiratoire, ça peut être intéressant de le maintenir comme travail complémentaire. Comme je te l'ai dit, c'est un outil qui est super en échauffement également. C'est un outil qui peut être super intéressant pour maintenir quand même un certain développement d'intensité au niveau respiratoire, même si tu ne fais pas de grosses séances d'intensité. Donc, faire des séries avec un volume où tu essaies de maintenir un volume maximal avec 40 respirations minutes pendant 1, 2, 3 minutes en continu et répéter ça plusieurs fois. S'il y a des semaines où tu ne fais pas de VO2 max, où tu ne fais pas du tout d'intensité,
simplement pour maintenir quand même cette compétence au niveau respiratoire. Je pense qu'il y a plein de situations intéressantes dans lesquelles tu peux inclure ce travail au-delà du développement pur de ta capacité respiratoire. Ok, top, parfait. Bah, je pense que moi, ouais, comme tu m'as dit, je pense quand on s'était vu pour le test, il va falloir désormais apprendre à rouler plus doucement et à bien respecter ces zones, ce qui est dur avec tout ce qu'il y a à côté, voilà, comme les outils comme Strava, tout ça qu'on connaît, comme on a parlé tous les deux. Je pense que voilà, on veut toujours montrer qu'on est bon, etc. Mais je pense qu'il faut pas justement tomber là-dedans et il va falloir, pour ma part en tout cas, apprendre à travailler avec de la qualité et efficacement au lieu de faire que de la zone du travail entre guillemets en zone 3 où je pense que c'est ça qui fait qui m'a posé problème les derniers temps, quoi. J'étais toujours trop haut et puis bah, à la fin tu craques, quoi, en fait, entre guillemets, Ouais, comme on parlait. Ouais, c'est ça. Et donc, l'avantage, encore une fois, de bien respecter cette zone 2, c'est que l'effet fatigue au niveau nerveux, il va être très, très minimal. Et donc, tu vas Ouais. pouvoir en tolérer beaucoup plus que si tu es toujours un peu dans la zone 3. Bah, au final, tu as quand même une certaine fatigue qui s'installe. Tu n'as pas les mêmes effets au niveau métabolique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de la zone 3, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de compètes qui se passent en zone 3, tout ce qui est plus long, tout ce qui est Ironman, etc. Mais il faut savoir quand tu le fais et pourquoi tu le fais. Et pas confondre, si tu essaies de travailler ton endurance fondamentale, tu auras un meilleur développement en respectant cette zone 2. Ok, top. Bah, parfait. Je pense que c'est tout. Il va falloir respecter ça, quoi. Ouais, c'est le plus dur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, ouais, top. Bah, du coup, je te recontacterai aussi pour le Breath Way Better, Ouais, l'outil là. Je ça pense marche. que ça va être pas mal de travailler là-dessus. Et puis, Ouais, je pense que c'est un peu. Moi, il y a pas mal d'infos. Je pense que je vais prendre le temps de digérer tout ça, de relire tout ça, de suivre les conseils que tu m'as dit. Et puis voilà, quoi. ouais. Et si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à me relancer. Ouais, pas de souci. Ouais, Super. on fait comme ça. Top. En tout cas, merci pour ta réactivité, ta disponibilité, tout ça. C'était top. Vraiment agréable de faire ce test avec toi. Tu as répondu à toutes mes demandes, toutes mes questions. Et vraiment chapeau. Et puis félicitations pour tout ce que tu entreprends et tout ce que tu fais déjà. Vraiment. Super. Bah, merci beaucoup, Sincère. Thibaut. Merci beaucoup, Thibaut. De rien. Merci à toi. Et puis on reste en contact. Ça marche. À plus. Ça marche. Allez, ciao, à plus. Ciao.